Bonjour à toutes et à tous. Le service public est au cœur de toutes les joutes politiques, de la discussion de comptoir jusqu'au débat présidentiel, sur les plateaux télé ou sur les places de marché. Tout le monde a un avis sur les services publics. Pour certains, c'est un joyau incommensurable qu'il faut sauvegarder à tout prix, quand pour d'autres, c'est un gouffre financier inefficace et mal géré. Certains appellent de leur vœu une rationalisation de leur gestion, quand d'autres se soulèvent contre leur disparition, notamment au milieu rural. Les services publics incarnent donc un sujet très politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'ils résultent d'un choix de société, d'une vision à moyen et long terme qui peuvent s'opposer entre les citoyens et leurs représentants. Et pourtant, malgré ça, seriez-vous seulement capable de définir ce qu'est un service public? Quels en sont les grands principes structurants? Quelles en sont les limites? Savez-vous par exemple qu'un service public peut être géré à 100% par une entreprise privée, selon des règles de droit privé, et que les collectivités peuvent parfois agir comme des entreprises régies par du droit privé pour mener certains services publics. Si ce sujet hautement politique vous intéresse et que vous voulez en comprendre les contours, le fonctionnement et les évolutions récentes et à venir, cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue sur Interito, la chaîne qui vient vous faire prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales. Il est impossible de parler des collectivités territoriales sans s'arrêter quelques minutes sur les services publics. Parce que des services publics, les collectivités en gèrent et en surveillent un très grand nombre. Mais avant de se perdre dans tout un tas d'exemples, il va falloir qu'on se mette d'accord sur ce qu'on peut appeler un service public. Allez, on se lance pour une première définition temporaire qui va sans doute être amenée à évoluer par la suite. On va appeler service public l'ensemble des activités menées par la puissance publique pour satisfaire aux besoins d'intérêt général. En ce qui nous concerne, dans un premier temps, on va qualifier de service public toutes les activités menées par les collectivités territoriales pour satisfaire aux besoins de la population. Et ces activités sont nombreuses. Construire et entretenir les routes, construire une piscine, développer du logement social, développer les transports publics, toutes ces activités portées par les collectivités territoriales peuvent être qualifiées de services publics. Si on prend un peu de recul, peut-être un peu moins que ça quand même. Si on prend un peu de recul, les services publics permettent de dépasser un peu une définition classique de ce qu'on appelle parfois la puissance publique. L'État et les collectivités ont en effet cette particularité de tirer de leur légitimité démocratique une capacité à imposer des normes contraignantes à l'ensemble de la population. Ils peuvent édicter des normes, ordonnances ou décrets pour l'État, délibérations ou arrêtés pour les collectivités, qui leur donnent la possibilité de confiner une population, limiter voire arrêter une circulation sur une route, ou encore de faire évoluer la réglementation pour combattre les logements indignes. Et c'est justement parce que ces pouvoirs sont importants, on dit parfois qu'ils sont exorbitants, qu'il existe un droit spécifique, le droit administratif, qui a la lourde charge de les encadrer. Le service public nous offre ici l'opportunité d'apporter une deuxième conception de l'État ou des collectivités, et plus généralement du droit administratif, en leur donnant une nouvelle mission, qui ne vise pas uniquement à édicter des normes juridiques, mais aussi, et surtout à mon sens, à développer des services à la population, les fameux services publics. C'est une conception forte du droit public qui a été en grande partie développée et soutenue par l'école de Bordeaux, animée par le juriste Léon Duguy, qui voyait dans l'État, je cite, une coopération de services publics organisés et contrôlés par des gouvernants. A noter qu'avec la décentralisation, la plupart des services publics rendus directement à la population ont été confiés à des collectivités territoriales. Et l'État conserve des missions dites plutôt régaliennes, visant à assurer la sécurité par la défense et la diplomatie, ou encore définir le droit et rendre la justice. Pour reprendre un peu autrement notre définition initiale, sont des services publics toutes les activités d'intérêt général portées par une personne publique qui peut utiliser des pouvoirs qui exercent le droit commun. On parle là aussi de prérogatives de puissance publique. On va illustrer tout ça avec 3 services publics. Le service public de la protection maternelle et infantile, celui de l'état civil ou encore celui de la collecte des déchets. Côté intérêt général tout d'abord, la protection maternelle et infantile permet un suivi de la grossesse et des 6 premières années de l'enfant. Le service d'état civil permet de créer vos documents d'identité et le service de collecte des déchets permet de ramasser les ordures des particuliers et les poubelles publiques. Je pense qu'on pourra se mettre d'accord pour dire que tous ces services relèvent d'un intérêt général,
c'est-à-dire de l'intérêt de tous les citoyens. Pour le deuxième critère, la PMI est un service mené par les départements, l'état civil par les communes et la collecte des déchets par les intercommunalités. C'est donc validé. Enfin, sur la question du troisième critère, la question est de savoir si les gestionnaires de ces services ont des pouvoirs exorbitants. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le droit de faire certaines choses qu'aucun particulier ou aucune entreprise classique ne serait autorisé à faire. Par exemple, le département, via les services de la PMI, donne les agréments nécessaires pour autoriser l'ouverture d'une crèche publique ou privée. C'est un pouvoir exorbitant dans le sens où tout le monde est contraint d'aller consulter la PMI, qui dispose de certaines latitudes pour pouvoir accepter ou refuser l'ouverture de telle ou telle crèche. Le service d'état civil est le seul service qui pourra vous octroyer de nouveaux papiers d'identité. Si on raisonne par l'absurde, on imagine mal une start-up se créer pour contrôler les crèches ou octroyer de nouveaux papiers d'identité. C'est une prérogative, c'est-à-dire un privilège réservé à des personnes publiques. Dans ces deux exemples, ces services publics sont même en situation de monopole, puisque la concurrence est parfaitement interdite. La situation est un peu différente pour la collecte des déchets. Par exemple, une communauté d'agglomération qui gère directement la collecte des déchets dispose de pouvoirs de police environnementaux qui l'autorisent à fouiller les poubelles laissées à l'abandon pour identifier leurs propriétaires. Pour autant, des entreprises privées peuvent aussi avoir à leur charge la collecte des déchets. Service public ne signifie donc pas nécessairement monopole. Et pourtant, ces pouvoirs de police relevant d'un droit exorbitant, notamment en ce qui concerne la police environnementale, la collecte des déchets gérée par cette communauté d'agglomération peut bien être qualifiée de service public. Sauf que, voilà. Là, on vit dans un monde où tout est facile, avec une concordance assez nette entre collectivité territoriale, service public, prérogatives de puissance publique et donc droit public. Sauf que voilà, si toute activité d'intérêt général portée par une collectivité territoriale et relevant d'un droit exorbitant est bien un service public, les collectivités n'ont pas le monopole du service public. Les marchés d'intérêt national, comme celui de Rungis ou de Toulouse, sont gérés depuis les années 60 par des sociétés de droit privé. Ces mines, comme on les appelle, relèvent bien d'un intérêt général et ont d'ailleurs bien un statut de service public. A l'inverse, il ne faut pas aller trop vite en besogne, toutes les activités et services portés par les collectivités territoriales ne sont pas des services publics. Par exemple, une commune qui entretient et exploite sa propre forêt qui appartient à son domaine privé ne le fait pas dans le cadre d'un service public, et son action n'est alors pas encadrée par du droit public, mais par du droit privé. Alors, rassurez-vous, cela ne remet absolument pas en cause notre première appréhension du sujet. Toutes les activités d'intérêt général portées par une collectivité et qui disposent de droits exorbitants sont bien des services publics. Mais ça ne suffit pas pour définir un service public, puisque certains services publics sont par exemple menés par des personnes privées. On va donc revoir l'ensemble de nos trois critères. La poursuite de l'intérêt général, tout d'abord, est un indice important qui permet d'identifier un service public. Alors évidemment, si une activité ne relève que d'un intérêt privé ou d'un objectif de rentabilité, elle ne pourra pas être qualifiée de service public. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a intérêt général qu'il y a forcément et nécessairement un service public. Par exemple, un EHPAD relève d'un intérêt général mais n'est pas qualifié de service public au regard des autres critères d'appréciation. Le service public n'est pas nécessairement géré en direct, et j'insiste sur le en direct, par une personne publique. Une collectivité peut par exemple confier à une entreprise privée le soin de gérer un service public, que ce soit par exemple la gestion d'une salle de spectacle ou encore celle d'une patinoire. Par contre, même s'il est géré par une entreprise ou une association, le service en question doit faire l'objet d'un contrôle approfondi de la part de la collectivité. Par exemple, dans le cas assez courant où une collectivité délègue la gestion d'un réseau de transport à une entreprise privée, elle garde la main sur les grandes orientations à donner au réseau et en assure un suivi rapproché afin de s'assurer sa bonne gestion. La présence d'une personne publique reste donc bien un critère, même si cette gestion peut donc être directe ou alors déléguée et donc gérée de manière indirecte. Quant au fameux pouvoir qui excède le droit commun, c'est un critère qui est regardé avec beaucoup de souplesse. Dans un exemple très coté chez les juristes, le fameux arrêt Aprei de 2007, le Conseil d'État a considéré que, même en l'absence de prérogatives de puissance publique, une activité pouvait être qualifiée de service public eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints. Comprenez donc par là que, quoi qu'il arrive, le juge va se pencher en détail sur l'activité qu'il analyse et que, gourmand comme il est, il ne va pas se contenter de ces trois pauvres critères pour pouvoir qualifier une activité de service public, mais va chercher l'ensemble des indices qui peuvent laisser penser qu'on a affaire à un service public. Avec tout ça, je vous donne une seconde définition
que vous pouvez retenir et qui reprend globalement ce qu'on vient de se dire. Le service public est une activité d'intérêt général, relevant d'une personne publique, directement ou plus indirectement à condition qu'il existe un contrôle important, et se rattachant à un droit exorbitant du droit commun, ce dernier critère étant, je le rappelle, évalué avec une certaine souplesse. Alors, ça y est, on a une définition un peu plus fine, mais vous allez me dire, tout ça pourquoi? Si l'essentiel est que les usagers bénéficient effectivement d'un service, peu importe par qui il est porté. Alors pourquoi s'embêter à le qualifier de service public? C'est ce qu'on va voir en analysant les conséquences d'un service public. Ben oui, on ne va pas se mettre la rate au courbouillon pour savoir si telle activité est un service public ou ne l'est pas, si c'est juste pour une question de fierté ou d'affichage. Moi je travaille, monsieur, j'ai un service public à gérer tout de même. Et des conséquences, il y en a. Les services publics relevant de missions d'intérêt général qui ont pour objet de satisfaire l'intérêt général, ce sont des activités un peu particulières qui doivent respecter des grands principes qu'on appelle aussi les 3 lois de Roland, à savoir l'égalité, la continuité et l'adaptabilité. Et à ce stade, on se moque donc un peu de savoir si le service public est géré par une collectivité, une association ou une entreprise. Si l'activité dont on parle est un service public, ces 3 grands principes doivent s'appliquer. L'égalité est un fondement historique du service public. Tout le monde doit pouvoir accéder au service public et le service rendu ne doit opérer aucune distinction entre les usagers du service. Il faut savoir qu'en droit français, ce principe d'égalité est appréhendé dans un sens beaucoup plus large, avec un principe d'égalité d'accès aux emplois en charge de la gestion de ces services, d'où les concours de la fonction publique, ou encore d'égalité d'accès à la commande publique pour mener à bien ces services publics. Mais justement parce que c'est un principe très structurant de notre service public, il est important de sortir d'une vision trop simpliste de l'égalité. Alors, oui, l'égalité signifie bien qu'il serait impossible de restreindre l'accès aux services publics pour des raisons arbitraires. Mais cela ne signifie pas forcément qu'on va traiter tous les usagers exactement de la même manière. En particulier, on peut admettre certaines inégalités de droit si cela permet d'atteindre une égalité réelle devant le service public. Si je prends un exemple assez simple, il a été admis qu'un conservatoire municipal puisse mettre en place une discrimination positive avec une tarification sociale pour certaines familles, si cela permet à tous les enfants d'accéder à ce service indépendamment des ressources de leurs parents. On est donc bien d'accord que tous les usagers ne sont pas traités de manière parfaitement égalitaire, puisque dans ce cas c'est l'égalité réelle qui est visée, même si cela passait par une distorsion d'égalité de droit appliquée. Dans la même logique et de manière très pragmatique, le principe d'égalité a été respecté par le conseil départemental de Charente-Maritime qui a prévu une tarification spécifique pour les habitants de l'île de Ré pour l'utilisation d'un bateau permettant de relier l'île au continent. Cette tarification qui a été contestée jusque devant le Conseil d'État respecte le principe dès lors qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Ici, le juge a constaté qu'il existe bien une différence forte dans l'exploitation de ce bac entre les habitants de l'île qui prennent le bateau quasi quotidiennement et ceux qui, sur le continent, ne la prennent que de manière occasionnelle. A l'inverse, et toujours dans le même arrêt, on voit mal pourquoi il existerait une différence de tarification entre les habitants de Charente-Maritime et le reste du continent. Dans ces deux exemples, on est donc bien dans une précision de ce qu'est le principe d'égalité, pas dans une remise en cause. Le deuxième principe est le principe de continuité, qui s'incarne principalement par la nécessité d'un service minimum qui doit se concilier avec le droit de grève des agents. Plus globalement, ce principe de continuité implique que tout service doit fonctionner de manière régulière, sans interruption autre que celle prévue par la réglementation en vigueur, et en fonction des besoins et des attentes des usagers. Dans les collectivités, on peut par exemple penser aux pompiers, aux policiers municipaux ou aux agents en charge de la collecte et du traitement des déchets, dont la présence est nécessaire pour mener ces services d'intérêt général. Et on voit bien que dans ce cas en particulier, on se moque pas mal de savoir si la collecte des déchets est gérée au quotidien par une collectivité ou par délégation par une entreprise privée. Le principe de continuité de service s'appliquera dans tous les cas. Le principe d'adaptabilité est aussi appelé principe de mutabilité, est à la fois une évidence et un principe ambivalent pour l'usager. C'est une évidence à un moment où on demande aux services publics de se moderniser, d'améliorer leur gestion et de moderniser ses principes. On attend par exemple que l'inscription à la cantine puisse se faire par internet et d'avoir un calendrier clair et mis à jour des animations prévues par une commune pendant l'été. Mais en même temps, il faut réussir à respecter le principe d'égalité d'accès aux services publics, qui n'est jamais une évidence lorsqu'on numérise un service. En droit, ce principe d'adaptabilité a justifié au début du XXe siècle, dans la commune
commune de Rouen de résilier de manière unilatérale un contrat avec un concessionnaire d'éclairage public au motif que celui-ci refusait de passer d'un éclairage de la ville du gaz à l'électricité. C'est parce que le service doit évoluer pour servir l'intérêt général de la population que les collectivités peuvent disposer de pouvoirs exorbitants pour provoquer ces évolutions. Mais là où il y a ambivalence, c'est que c'est aussi au nom de ce principe de mutabilité ou d'adaptabilité que le Conseil d'État a quasiment toujours donné raison aux collectivités lorsqu'elles sont amenées à fermer un service public. Égalité, continuité et adaptabilité, ces trois principes sont au cœur des services publics et doivent être défendus au quotidien, par les collectivités, par leurs gestionnaires, mais plus globalement par tous les habitants, puisque rappelons-le, c'est pour eux qu'ils sont portés, et je rappelle que c'est pour les mettre en œuvre qu'ils payent des impôts, ce qui justifie en retour leur attention et leur exigence. Et ces exigences, on peut évoluer à travers le temps, jusqu'à consacrer deux nouveaux principes. Allez, deux nouveaux principes ennemis. La transparence, la neutralité et la gratuité. La transparence s'est progressivement imposée comme un véritable principe des services publics. Il s'agit alors de trouver un équilibre entre cette transparence, qui permet de mieux rendre des comptes aux citoyens dans un contexte de défiance envers l'action publique, et le respect de certaines informations confidentielles et nécessaires au respect de la vie privée de tous les usagers. Si c'est un principe qui peut sembler aller de soi lorsqu'il est géré par une collectivité ou des autorités publiques, c'est un principe qui est un peu plus nouveau lorsqu'il est porté par une personne privée. Une raison de plus pour laquelle le fait de qualifier une activité de service public est très loin d'être anodine. Dans l'arrêt Après-I qu'on a vu un peu plus tôt, la question était justement de savoir si l'association attaquée portait un service public ou non. L'enjeu étant que si elle en portait effectivement un, l'association aurait été dans l'obligation de transmettre un certain nombre de documents qu'elle refusait de transmettre jusqu'alors. Dans la même logique, le principe de neutralité et de laïcité s'étend à tous les gestionnaires de services publics, et non pas seulement aux collectivités territoriales. Je rappelle qu'en droit français, le principe de laïcité est d'abord un principe de liberté. Tout citoyen, et en l'occurrence tout usager du service public, est parfaitement libre de pouvoir exprimer son appartenance à une religion comme il le souhaite, tant qu'il ne trouble pas l'ordre public. Il peut donc porter les vêtements qu'il souhaite, tant qu'il ne cache pas son visage, et il peut verbaliser son avis autant qu'il le souhaite, tant qu'il ne trouble pas l'ordre public. Côté gestionnaire du service public, cependant, le principe de laïcité se décline en un principe de neutralité. La jurisprudence a ainsi régulièrement rappelé que les agents en charge de porter un service public ne doivent pas laisser paraître leurs convictions religieuses, et doivent donc retirer croix, t-shirt de Bouddha, voile ou encore kippa. Le dernier principe de gratuité n'en est en fait pas tout à fait un, je m'explique. Dans la plupart des cas, soit vous payez le service public via les impôts, auquel cas vous ne payez pas directement le service public au moment de l'utiliser, ou alors lorsqu'on vous en fait payer l'usage, vous en payez rarement le coût réel. Par exemple, vous ne payez pas pour accéder ni à la PMI, ni au service petite enfance de votre commune. Pensez également au service incendie et secours ou au service d'organisation des élections, dont vous profitez régulièrement sans en payer le coût au moment de leur utilisation. A l'inverse, vous apportez une petite participation lorsque vous allez à la patinoire, que vous entrez dans un musée ou que vous payez votre TER. Mais croyez-moi, vous ne payez qu'une infime partie du coût réel du service. Enfin, vous ne payez pas grand-chose au moment où le service vous a été rendu. Le reste, vous le payez quand même, je vous rassure, mais via vos impôts locaux. En réalité, il faut se rapprocher ici du principe d'égalité d'accès aux services publics. En France, nous avons fait le choix historique de rendre un certain nombre de services publics gratuits, afin de s'assurer qu'ils soient réellement accessibles à tous, indépendamment du revenu de chacun. À un niveau plus local, et dans la même logique, les collectivités ont une certaine marge de manœuvre pour rendre certains services qui nécessitent originellement un paiement de l'usager gratuit, à condition qu'il arrive bien sûr à le financer par ailleurs. L'exemple un peu emblématique sur la question est celui des transports urbains, bus, tram, métro, etc. Si la plupart des collectivités organisatrices des mobilités font le choix de développer des tarifications solidaires spécifiques, par exemple pour les bénéficiaires du RSA ou en fonction d'un quotient familial, d'autres ont fait le choix de rendre ces services complètement gratuits pour tout ou partie de ses usagers. Par exemple, l'Eurométropole de Strasbourg a fait le choix de rendre l'ensemble de ses transports gratuits pour les habitants de moins de 18 ans résidant sur leur territoire, quand Montpellier Méditerranée Métropole l'a rendu gratuit pour l'ensemble de ses habitants uniquement. La communauté urbaine de Dunkerque est allée encore plus loin en rendant ses services gratuits pour l'ensemble des usagers, qu'ils résident sur le territoire ou non. Sauf que là, on va avoir un problème. Comme on va le voir dans une deuxième partie de cette vidéo, une tendance du début du XXe siècle a été de multiplier le champ des services publics en allant jusqu'à s'immiscer dans des activités qui relevaient au départ du secteur privé. Or là, je vous explique calmement que les collectivités pourraient utiliser de l'argent public
pour baisser le tarif de leurs services, voire les rendre gratuits. Je ne sais pas si vous visualisez un peu la situation si les services utilisent de l'argent public pour concurrencer les entreprises. Alors là, c'est la mort assurée des entreprises. Comment voulez-vous qu'une crèche privée ou qu'un service de bateau touristique puisse prospérer face à une concurrence aussi déloyale? Et plus globalement, comment peut-on justifier l'intervention économique des collectivités territoriales? Et c'est ce que je vais vous expliquer en détail dans une nouvelle vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux appréhender ce que pouvait être un service public. Si ce n'est pas encore très clair, ne vous inquiétez pas, on va un peu approfondir la définition des services publics avec un grand nombre d'exemples dans de futures vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous la considérez d'intérêt public et à aimer et commenter cette vidéo. Je réponds à toutes les questions et toutes les remarques. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Rideau.